messieurs, bonjour et bienvenue sur kunafoni.com. Aujourd'hui, notre invité à l'écoute du candidat, c'est Moussa Mara. Il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Monsieur Mara, bonjour. Bonjour, madame. Alors, qui est Moussa Mara? Moussa Mara est un expert comptable de 43 ans qui est marié et qui a 4 enfants, qui est basé à Bamako et qui a été maire d'une commune de Bamako, en l'occurrence la commune 4. Ensuite, j'ai eu la chance d'être ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville et ensuite Premier ministre. Et au-delà de cela, j'ai aussi un parcours assez significatif de leader associatif au niveau de nos quartiers, de notre commune, mais aussi au niveau de la jeunesse couvrant l'ensemble du pays. Donc c'est un professionnel comptable doublé d'un leader associatif et ensuite d'un responsable politique. Justement, responsable politique, vous êtes responsable de quel parti? Je suis président du parti LMA, qui est le parti du changement, comme son nom l'indique, qui est un parti constitué en majorité de jeunes, qui est un parti jeune, puisque le parti a moins de 8 ans d'existence. Et aujourd'hui, le parti est un des partis qui anime l'échiquier politique de notre pays, malgré son jeune âge, et qui a la chance de compter quelques centaines d'élus et des maires, dont certains dans des grandes communes comme la commune 4 de Bamako ou la ville de Mopti. Alors pourquoi est-ce que vous voulez vous présenter aux prochaines élections? Pour plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est que j'ai eu la chance ces 3 dernières années de parcourir le pays. J'ai l'habitude de le dire, je suis allé dans 43 des 49 cercles du Mali. J'ai fait plus de 200 communes dans notre pays et je suis allé dans une 50aine de pays à l'extérieur du Mali, toujours à la rencontre des Maliens. Donc j'ai rencontré des dizaines de milliers de nos compatriotes ces dernières années et j'ai beaucoup échangé avec eux pour savoir un peu quelles sont leurs aspirations, leurs difficultés, leurs préoccupations et comment ils voient le pays dans les années, voire les décennies à venir. J'ai compris que les Maliens ont une grande défiance vis-à-vis du pays et vis-à-vis des leaders, n'ont plus confiance en eux-mêmes. Et sans confiance, je pense qu'on ne peut construire rien de durable dans une collectivité. Donc je pense qu'il faut qu'on rétablisse la confiance. J'estime que de par mon parcours, de par mes expériences, de par aussi simplement ma personne, j'illustre, je dirais le mieux, le profil de ce qu'il faut pour rétablir la confiance entre les Maliens et leur pays, entre les Maliens et leurs leaders. Le second élément, je pense qu'il faut avoir une vision pour le pays. Le pays aujourd'hui a des difficultés importantes, les questions de sécurité, les questions d'injustice, les questions de revenus, les questions de solidarité, les questions simplement de croyance en le lendemain meilleur. Aujourd'hui, la plupart des Maliens doutent s'il y a un avenir pour notre pays. Je pense qu'il faut donner espoir. Et donner espoir, c'est un profil ouvert sur le monde, un profil jeune, un profil énergique qui, par ses idées, par ce qu'il propose, pourra justement susciter chez nos compatriotes cet espoir. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que je suis le mieux à même de réaliser ce qu'il faut pour notre pays. Alors le mot jeunesse est apparu plusieurs fois dans vos propos. Étant donné que la population malienne est constituée à 65% de jeunes, quels sont vos projets justement en faveur de cette jeunesse-là qui constitue une majeure partie de la population? Dans notre déclaration de candidature, nous avons d'abord commencé par dire que pour réaliser un peu la confiance entre les Maliens et leur élite, il faut de nouveaux états d'esprit. Il faut que nous gouvernions le pays avec des états d'esprit novateurs. Et parmi les premiers de ces états d'esprit, il y a la notion de renouvellement et de rajeunissement du leadership. Je pense que vous l'avez dit, le pays est jeune à une grande majorité. La plupart des Maliens n'ont pas 30 ans aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir dans le leadership de notre pays des personnes qui dépassent 70 ans seulement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de personnes qui dépassent 70 ans, mais je dis qu'il ne faut pas que des personnes qui dépassent 70 ans. Donc il faut qu'on rajeunisse. Il faut qu'on donne la chance aux jeunes Maliens qui sont brillants, de l'intérieur et de l'extérieur, qui réussissent à des niveaux inespérés ailleurs de pouvoir servir le pays.
Et moi, je ne pense pas du tout que jeunesse rime avec inexpérience ou avec immaturité. Moi, j'ai été Premier ministre du Mali à 39 ans, j'ai été ministre à 38 ans, j'ai été maire à 34 ans. Et je ne pense pas avoir déçu là où je suis passé en termes de compétences et d'expérience. Et il y a des milliers de jeunes comme moi. Donc il faut donner la chance aux jeunes dans le leadership. Mais tous les jeunes ne peuvent pas être des leaders. Il faut travailler sur les questions d'éducation, les questions de formation professionnelle, mais aussi les questions de soutien à l'emploi pour que les jeunes puissent avoir des chances d'être insérés dans le corps socio-économique du pays. Il faut aussi, je pense, travailler à une citoyenneté des jeunes. Mais cette citoyenneté, moi, je la vois localement. Et souvent, le niveau local n'est pas suffisamment perçu dans notre pays. On pense que tout est conçu à partir du centre. Dans les communes, j'ai eu à le démontrer en tant que maire, on peut développer beaucoup de projets et de politiques pour que les jeunes puissent être des vrais acteurs de développement à la base. Et s'ils sont des acteurs de développement à la base, ils seront des acteurs de développement au sommet. Donc vous estimez que, parce que chaque année, en 2016, il y a l'Institut national de la statistique qui a démontré à travers une étude que 200 000 jeunes sortent de nos universités. Alors ces 200 000 jeunes, est-ce que ce ne sont pas des jeunes de potentiels chômeurs, étant donné qu'on voit que l'éducation, le système éducatif actuel est en inadéquation avec le marché de l'emploi? Vous l'avez dit, nous avons des dizaines de milliers de jeunes qui sortent du système scolaire. Nous avons aussi des jeunes qui arrivent à l'âge de travailler sans forcément passer par l'école, qui sont déscolarisés ou non scolarisés. Donc nous avons une véritable bombe à retardement. Moi, j'ai eu à rédiger un livre sur la jeunesse africaine. Je parle des questions de démographie, je parle des questions d'urbanisation, je parle donc des questions d'éducation et de formation qui sont des questions centrales. Et il nous faut apporter des réponses appropriées. Ces réponses ne peuvent pas être les mêmes depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Sinon, on risque d'aller à la catastrophe. C'est pourquoi je pense que les questions de démographie doivent être adressées, les questions d'éducation, les questions de formation professionnelle pour donner une seconde chance aux jeunes qui sortent du système éducatif et qui ne trouvent pas d'emploi approprié à leur formation. Il faut leur donner une seconde chance, mais aussi les questions d'insertion. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs. Ces dispositifs méritent d'être renforcés, d'être sans doute optimisés, parce que souvent on a des services qui se concurrencent et qui se marchent sur les pieds. Et nous devons sans doute augmenter de manière significative les moyens mis à la disposition de ces structures pour accroître les chances d'insertion des jeunes. Sans oublier, encore une fois, je l'ai dit, le niveau local, le niveau communal, qu'on oublie trop souvent parce que notre pays n'est pas suffisamment décentralisé. Il faut mettre les collectivités territoriales au cœur de la plupart des enjeux du pays et donc des enjeux de la jeunesse. Donc, notamment le secteur informel, parce que quand on parle de jeunes, on a surtout tendance à voir les jeunes scolarisés, les jeunes qui sont dans les écoles, les universités. On oublie parfois le secteur informel. Oui, ou les jeunes non scolarisés. Quand j'étais maire de la commune 4, nous avons engagé un projet justement pour les jeunes déscolarisés et non scolarisés. Parce que pour chaque jeune diplômé, vous avez 10 jeunes non diplômés. Donc les jeunes non diplômés sont beaucoup plus nombreux que les jeunes diplômés. Nous avons tendance à voir les jeunes diplômés sans emploi, qu'il faut aider, mais il faut aider aussi les jeunes non diplômés. Et nous avons conçu un projet au niveau de la commune 4 de Bamako avec la Chambre des métiers pour que chaque année, quelques centaines de jeunes puissent être accueillis par les artisans dans les métiers de maçonnerie, de mécanique, d'électricité, qui sont des métiers où il y a de l'emploi, où il y a des perspectives, que la mairie soutienne cette initiative et donc que les jeunes puissent avoir cette formation. Ça nous a permis de créer 300 emplois en commune 4. Le Mali a plus de 700 communes aujourd'hui. C'était en 2009-2010. Le Mali a plus de 700 communes. Si chaque commune du Mali créait ne serait-ce que 100 emplois, je pense que nous aurons des dizaines de milliers d'emplois. Il ne faut pas oublier le niveau communal et le niveau local. Et ce niveau aussi permet d'assurer l'équité entre les Maliens. Parce que souvent, la plupart de ces politiques, de ces initiatives sont mises en œuvre à Bamako, par le niveau central. Si on décentralise la lutte contre le chômage des jeunes, on fera en sorte que dans toutes les communes du pays, on puisse concevoir et mettre en œuvre des initiatives pour aider les jeunes qui sont dans ces endroits. Parce que les jeunes de partout font face aux questions de chômage. Il faut vraiment que nous travaillions sur ces différents leviers et cela va permettre d'améliorer de manière significative la situation des jeunes dans notre pays. On ne peut pas parler de jeunes sans pourtant parler de femmes. Donc maintenant, c'est quoi vos projets justement pour ces femmes qui constituent au Mali 50,4% de la population? Il faut d'abord savoir que les jeunes sont aussi des femmes. Donc,
tout ce qu'on élabore pour les jeunes bénéficie aux jeunes garçons comme aux jeunes filles. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Mais le deuxième élément, et vous avez raison de le dire, la question des femmes dans notre pays est une question qui n'est pas suffisamment traitée sous l'angle de la production, de l'apport au pays. C'est traité sous l'angle de ce qu'on appelle généralement le genre, en termes de droit, en termes de... Moi, j'estime que ce sur quoi nous devons nous appuyer, c'est l'éducation des filles. Plus les filles restent à l'école, mieux c'est pour le pays, mieux c'est pour les familles, mieux c'est pour la collectivité, mieux c'est pour le pays. C'est pourquoi dans notre projet, nous avons proposé que l'éducation des filles soit prise en charge, donc soit gratuite, prise en charge par la collectivité jusqu'à 15 ans. Cela permettra de limiter les mariages précoces, cela permettra aussi d'accroître les chances des jeunes filles de pouvoir être autonomes, de pouvoir exercer un emploi. Pour moi, plus que les questions de droit qui sont souvent des questions théoriques, plus des questions superficielles ou autres, place des femmes dans la société, il faut que nous travaillions pour que les femmes soient autonomes. Nous travaillons pour qu'elles puissent être formées, nous travaillons pour qu'elles puissent exercer des responsabilités. Plus les femmes sont compétentes et insérées dans la production, mieux ce sera pour la collectivité. Alors justement, vous avez parlé de projet. Quels sont les grands axes de votre projet de société? Parce que jusqu'à présent, vous êtes, à ma connaissance, le premier candidat à avoir exposé publiquement son projet de société. Et vous en êtes au troisième pacte. Exactement. C'est-à-dire, nous avons 4 idées principales qui vont gouverner l'ensemble des secteurs du pays. J'ai parlé de renouveler, de rajeunir le leadership. Il y a la lutte contre la corruption des élites. Il y a la décentralisation et il y a l'augmentation des revenus des plus pauvres. Ces 4 éléments sont les matrices de notre projet. Après, maintenant, nous déroulons le projet. Et le projet, nous avons souhaité le dérouler en 5 chapitres pour rendre un peu plus comestible. Si nous avions produit un gros pavé, beaucoup de gens n'allaient pas le lire. Donc nous avons souhaité synthétiser le projet en 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur les questions régaliennes, la sécurité, la démocratie, la justice, la lutte contre la corruption. Nous l'avons présenté à Djenné il y a quelques semaines. Le deuxième chapitre porte sur le développement humain, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, la question des jeunes, la question des femmes. Le troisième chapitre porte sur le cadre de vie. Le cadre de vie, les questions foncières, les questions d'urbanisme, d'assainissement. Vous avez vu dans nos grandes villes comment les questions d'assainissement se posent, mais aussi les questions de transport, les questions d'équipement, les questions minières, les questions de la diaspora aussi, puisque nous allons le présenter à Caille. Donc on a souhaité parler de certaines thématiques propres à cette région. Donc on ira précisément à Kéniéba pour présenter le pacte 3. Le pacte 4 porte sur les questions économiques. Il faut générer des revenus du secteur primaire, du secteur secondaire, de l'industrialisation, l'économie urbaine, l'énergie. Et le dernier pacte, nous laisserons, portera sur les questions de solidarité, de réconciliation nationale, de vivre ensemble, de culture. Bon, donc nous comptons présenter ce dernier pacte au nord et précisément à Ménaka, parce que le Mali c'est partout. Donc c'est aussi un peu le sens de notre démarche. Vous l'avez souligné, nous sommes généralement et habituellement les seuls qui présentons le projet. C'était le cas en 2013, c'est encore le cas cette année et nous comptons justement sur vous pour que chaque candidat puisse présenter son projet, mais aussi, pourquoi pas, qu'on puisse organiser des débats. Une chose est de présenter son projet, une autre chose est de faire face à d'autres candidats pour le défendre. Je pense que vous aurez un grand rôle à jouer dans ça et nous sommes disposés à venir participer à ces exercices. Alors maintenant, le Mali est confronté à une situation sécuritaire assez intense, aussi bien au nord, au sud, même partout, sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque vous serez président de la République du Mali, qu'est-ce que vous envisagez justement pour parer à cette situation? Il y a plusieurs choses. La sécurité, c'est la préoccupation principale de nos compatriotes. Cela est incontestable. Mais la sécurité, c'est la conséquence des déficits. Donc il vaut mieux regarder les causes de l'insécurité plutôt que de dire, bon voilà, nous allons venir avec des armes, des hélicoptères, des chars pour combattre les terroristes. C'est plutôt la conséquence. Moi, je veux m'adresser aux causes. Sur la question de sécurité, nous avons identifié 4 principales sources d'insécurité dans notre pays, mais des actions préalables pour les traiter.
Les 4 principales sources d'insécurité, c'est la question du Nord, la question du centre, l'insécurité dans les grandes villes et l'insécurité sur les routes et dans certaines zones du pays, comme les sites d'orpaillage et autres. Les actions préalables, c'est d'abord de faire en sorte que le président de la République, qui est le garant de la sécurité des Maliens, se saisisse du dossier de la sécurité. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le président il est un peu spectateur du système, du dispositif sécuritaire. Il ne fait que réagir, il n'agit pas. Donc nous avons l'intention que... Il est un peu dépassé par les événements. Est-ce que je pense qu'il n'est pas concerné? J'ai l'impression que c'est ça. C'est pas qu'il est dépassé, il n'est pas concerné. Il faut que le Conseil de défense, qui est l'outil principal, ou l'outil premier par lequel le président gère les questions sécuritaires, que le Conseil de défense se réunisse régulièrement. Donc nous comptons faire en sorte que le Conseil de défense se réunisse une fois par semaine, que l'ensemble des acteurs de la sécurité soient impliqués et qu'une fois par semaine, on puisse faire le point de la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, le Conseil de défense se réunit une fois tous les 3 ou 4 mois. Donc ça montre bien qu'on ne se sent pas concerné par la situation. La deuxième chose, c'est la présence sur le terrain. Pour moi, au moins les premiers mois du mandat, le président doit être entre le centre et le nord du pays. Mais pas en visite au coup de vent, mais en séjour prolongé, pour vraiment, de manière détaillée et durable, être auprès des acteurs et discuter avec eux pour essayer de résoudre les problèmes au quotidien. Je pense que quand tout le monde sentira que les principaux responsables du pays sont là, derrière nous, cela peut créer les conditions pour que les choses puissent avancer. Ça, c'est le deuxième préalable. Le troisième préalable, ce sont les questions de renseignement. Nous avons des outils de renseignement aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment efficaces. Le Mali est pourtant un pays où le corps social est intégré. Il faut qu'on travaille davantage avec les Maliens pour que les renseignements humains sur l'ensemble du territoire puissent permettre à nos services de renseignement d'anticiper les menaces et de pouvoir les traiter. Donc on va travailler à renforcer et à opérationnaliser notre système de renseignement. Le dernier préalable, c'est la question des moyens et des compétences de nos services financiers dans le secteur de la sécurité. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il ne suffit pas seulement de mettre 10 milliards à la disposition d'un service pour que ça se transforme en action. Il faut que les services financiers aient la capacité de pouvoir dépenser rapidement et de manière efficace ces ressources. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc nous avons des retards de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans pour l'achat des équipements, la réalisation des infrastructures, ce qui nous crée des problèmes. C'est essentiellement des problèmes de compétences. Quand on travaillera sur ces éléments, on créera les conditions pour que l'environnement sécuritaire soit amélioré. Après, il y a la question du Nord. La question du Nord, pour nous, c'est d'abord l'application de l'accord de paix. Il faut appliquer l'accord de paix totalement et entièrement. C'est là où on saura si cet accord est suffisant ou pas. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'accord alors qu'il n'est pas appliqué. Appliquons-le. Nous, on va s'engager à l'appliquer, mais à l'appliquer avec un état d'esprit nouveau qui consiste à faire en sorte que les groupes armés et l'État forment la partie nationale et que nos amis de la communauté internationale ne viennent qu'après que nous nous soyons entendus. Nous avons l'impression aujourd'hui que la communauté internationale joue un peu l'arbitre entre les parties nationales. Ce n'est pas normal. C'est d'abord la partie nationale qui doit être au cœur. Nous nous entendons sur des choses entre nous Maliens et ensuite on va aller demander à nos partenaires de nous accompagner. Donc il s'agit de ramener le Mali sur ses propres problèmes et de l'enlever de sa position de spectatrice. Parce qu'on a aujourd'hui l'impression vraiment qu'on est spectateur de notre situation. La question du centre elle est plus compliquée. Parce que la question du centre, c'est des questions communautaires, des questions ethniques et c'est des questions qui sont différentes selon les différents endroits du pays. Qu'on soit à Massina ou qu'on soit à Koro ou à Douanza, c'est des réalités qui sont différentes. Mais là, ça nécessite que nous acceptons de mettre la main dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire qu'on aille dans le détail du détail, qu'on regarde commune par commune quels sont les problèmes et qu'on puisse les régler petit à petit. Ça prendra un peu de temps, mais ça nécessite que les autorités s'impliquent. C'est ce que nous comptons faire. Plutôt que de mettre en avant les fusils, les hélicoptères et autres, nous allons mettre en avant notre corps social, notre vivre ensemble, garanti par l'État. Là, c'est des choses sur lesquelles nous allons travailler, sur la question du centre. Rapidement, sur la question de la sécurité dans les villes, c'est une question, pour moi, d'effectifs et d'équipement des forces de police et de collaboration entre les forces de police et les jeunes, les organisations de jeunes dans les quartiers périphériques qui sont souvent organisés en brigade de vigilance, mais que les policiers n'aiment pas trop.
Je pense qu'au lieu de les combattre, il faut plutôt collaborer avec eux. Je pense qu'en assurant un maillage important de nos villes, avec des effectifs de police appropriés, on peut arriver à des résultats importants. Le dernier élément, c'est les questions de sécurité sur les routes et dans les sites d'orpaillage ou autres. Là, c'est plutôt des questions de gendarmerie, de garde, de patrouille, mais aussi d'équipements nous permettant de surveiller ces voies sans forcément être présents. Aujourd'hui, les technologies nous permettent de pouvoir voir à 60-70 km à travers les drones. Pourquoi se priver de ces technologies qui sont souvent très accessibles et souvent même les Maliens ont les compétences pour les réaliser. Bon, donc on va essayer de travailler dans ces différentes directions pour permettre de réaliser la sécurité de nos compatriotes. Alors, maintenant, question santé, c'est une question qui concerne tout le monde. Alors actuellement le système sanitaire au Mali, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de citoyens se plaignent, surtout dans nos grands hôpitaux. Alors comment est-ce que vous voyez un peu ce secteur-là? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, notre système n'est pas si mauvais que ça comparé à d'autres pays. C'est vrai, les Maliens, notamment ceux qui vivent à Bamako, qui sont pourtant les privilégiés des Maliens, se plaignent de nos hôpitaux, des conditions et autres. Moi, ma priorité, c'est les Maliens les plus pauvres. Et les Maliens les plus pauvres vivent en campagne. Et quand vous regardez la situation sanitaire du pays, vous vous rendrez compte que ceux-ci sont 10 fois plus défavorisés que les Maliens de Bamako. Nous sommes un seul pays et tous les Maliens ont le même droit. Donc nous allons d'abord nous occuper, en tout cas nous allons orienter une bonne partie de nos efforts sur le renforcement du plateau technique de nos CESCOM. Pas les hôpitaux, les CESCOM. Au Mali, on a 1300 CESCOM. Et 750 de ces 1300 CESCOM n'ont pas un seul médecin. Donc vous avez des millions de Maliens qui n'ont même pas la chance d'avoir un médecin. Un médecin. Je ne parle pas de spécialiste, de chirurgien, je parle de médecin généraliste. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que 750 médecins soient recrutés pour aller dans les 750 CESCOM qui n'ont pas de médecin, pour aider les millions de Maliens de ces endroits à pouvoir avoir un minimum de chance. Il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est d'abord le laxisme des autorités, parce que quand même la santé est un service constitutionnellement acquis pour les populations, donc nous devons faire en sorte que ce service aille aux populations. Le deuxième élément, c'est des questions d'organisation communautaire, et le troisième élément, c'est des questions de disponibilité ou de disposition des jeunes médecins à aller là-bas. Parce que nous avons 750 CESCOM qui n'ont pas de médecins, mais nous avons des centaines de médecins à Bamako qui n'ont pas d'emploi. Donc il faut que nous créions les conditions pour que ces jeunes aillent sur le terrain servir. La médecine, c'est aussi servir, ce n'est pas un emploi comme un autre. Donc il faut qu'ils acceptent d'aller sur le terrain et servir et qu'on garantisse un minimum de confort et de conditions pour que cela puisse fonctionner. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, toujours au niveau des CESCOM, c'est d'améliorer la disponibilité des médicaments. On a beaucoup de nos parents qui vont dans les CESCOM et qui n'ont pas de médicaments. Donc ça, je pense, c'est inacceptable. Troisième élément, au-delà des CESCOM, parce que nous avons un CESCOM, en moyenne, on a un CESCOM par commune ou 2 CESCOM par commune. Vous avez beaucoup de villages, les Maliens vivent dans les villages, qui sont souvent à 10, 15, 20 km du CESCOM. Et imaginez-vous quand les femmes sont en train d'accoucher, le calvaire qu'elles subissent pour arriver au CESCOM, souvent sur des routes qui ne sont pas des routes. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'au-delà du CESCOM, qu'on ramène un peu plus la santé aux populations. C'est le système révolutionnaire des médecins de campagne qu'on va essayer. Regrouper un certain nombre de villages et puis mettre un médecin sur ces villages. Les villageois contribuent au financement, la commune contribue au financement, l'État contribue au financement. Donc non seulement on va aider les CESCOM, mais on va aussi ramener un peu plus la santé aux populations. Ouais, ça sera participatif. Après, on arrive au cercle. On a les centres de santé de référence au niveau des cercles. Là, il faut travailler à renforcer le plateau technique. L'État actuellement est en train de le faire en créant ce qu'ils appellent les hôpitaux de district, qui sont un peu plus relevés que les CSRF, pour vraiment essayer de renforcer les CSRF. La même chose est valable pour les hôpitaux régionaux. Il faut que nous fassions en sorte que dans une région, on ne puisse pas faire quelque chose à Bamako qu'on ne puisse pas faire dans une région. Ça, c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Et éviter que bon, voilà, les gens quittent
Gao pour venir à Bamako pour des soins. Il faut que tout ce qui est dans les hôpitaux nationaux, en tout cas l'essentiel des besoins des populations, qu'on puisse le réaliser. Les radios, les scanners, les IRM, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir la capacité de pouvoir réaliser au niveau des hôpitaux régionaux. Après, il y a ce que vous savez tous, les hôpitaux nationaux à renforcer, à accompagner, mais aussi, il faut améliorer leur gestion, la gouvernance, les problèmes de corruption, les problèmes de détournement, les problèmes de malversation quotidienne. Il faut travailler sur ça. En 2016, il y a l'ONG Transparency International qui a classé le Mali 116e sur 176 pays. Et ça, c'est à travers le monde. Est-ce à dire que le Mali fait partie des pays les plus corrompus au monde? Bon, ça, 116 sur 160, quand on le regarde, certains peuvent avoir des motifs de satisfaction. Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder ceux qui sont derrière nous, il faut regarder ceux qui sont devant nous. Il y a plus de pays qui sont devant nous que de pays qui sont derrière nous. Ce qui est clair, c'est que la corruption est un mal endémique dans notre pays. Moi, je le dis régulièrement, la corruption est plus grave que la question du Nord. Et je pense d'ailleurs que la corruption est l'un des facteurs de la crise au Nord. Donc il faut que nous travaillions sur les questions de corruption, mais que nous commencions par là où on évite de commencer, c'est-à-dire la corruption au sommet. Chaque fois qu'on parle de lutte contre la corruption, ce sont des lampistes, ce sont des gens qui ont les 10 000 francs, 15 000 francs détournés, à qui on s'attaque. Ceux qui ont des 2 milliards, des 4 milliards à détourner, on les décore. On ne les attaque pas, on les décore. Il faut travailler à vraiment résorber la corruption des élites. Et c'est pourquoi je dis, état d'esprit numéro 2 de notre gouvernance, lutter contre la corruption des élites. Nous avons un certain nombre d'idées, quelquefois radicales, mais il faut être radical aujourd'hui pour lutter contre la corruption. Maintenant, il y a plusieurs analystes politiques qui ont démontré que les présidentielles qui s'annoncent, ça s'annonce assez turbulent. Il y aura ça a été démontré qu'il y aura des conflits post-électoraux ou préélectoraux. Donc vous, en tant que candidat, est-ce que vous vous engagez déjà à respecter les résultats des urnes pour garantir déjà la sécurité et la stabilité lorsque ces élections seront libres, crédibles et transparentes? Moi je pense qu'il en va de notre responsabilité de ne pas ajouter des troubles à la crise du pays. C'est pourquoi j'ai toujours interpellé la société civile, les leaders influents, de s'impliquer pour que les politiques, par leur quête effrénée de pouvoir, ne nous amènent pas dans des tumultes. On commence à voir les signes de cette situation. Ce qui s'est passé samedi dernier montre bien qu'il y en a qui sont prêts à en découdre. Et il y en a qui sont prêts justement à ce qu'il y ait des conflits. C'est dommage. Moi personnellement, je ne me suis pas du tout associé aux marches de samedi dernier parce que je trouve que l'objet de ces marches n'est pas un objet qui est suffisant pour marcher. Je trouve qu'il y a un peu de précipitation et on veut mettre la pression sur les autorités pour créer des situations de conflit, des situations de destruction. Cela étant dit, les autorités elles-mêmes aussi sont responsables. On n'interdit pas une marche. Le Mali est un pays démocratique. Arguer de l'état d'urgence, alors qu'il y a eu les semaines auparavant des regroupements 10 fois plus nombreux que ces regroupements, c'est vraiment cousu de fil blanc. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas interdire ces marches. C'est un droit constitutionnel. Permettre aux gens de marcher, c'est un droit constitutionnel. S'en prendre aux gens, blesser des gens, c'est inadmissible. Mais il faut que ceux qui initient la marche comprennent aussi que le pays n'a pas besoin de troubles inutiles aujourd'hui. Quand on dit qu'il faut libérer l'ORTM, il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'ORTM au service du pouvoir, ça n'a pas commencé sous ce régime. C'est depuis les années 60 que l'ORTM est au service du pouvoir. Et eux, ceux qui sont en train de demander à libérer l'ORTM, ils ont participé à beaucoup de pouvoirs où l'ORTM était avec le pouvoir. Donc pour moi, le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ORTM demain, si on est au pouvoir, que l'ORTM demain soit un outil démocratique et au service de tous. Là, on attend d'eux de faire des propositions, de convaincre les Maliens d'aller dans ce sens-là, de leur faire confiance pour prendre le pouvoir. On est à 2 mois de l'élection présidentielle. Les gens ont la possibilité aujourd'hui de laisser l'ORTM et d'aller sur d'autres médias. Il y a tellement de médias qui existent. D'ailleurs, l'ORTM n'a plus autant d'audience que par le passé, ça on le sait. Donc on voit que c'est plutôt des prétextes qu'on est en train de chercher. Il faut éviter ça. Il faut éviter des troubles. Moi, j'invite vraiment les uns et les autres, comme tout le monde l'a dit, à la retenue.
Asseyons-nous, créons les conditions pour que les élections se passent bien. Le Mali a organisé des dizaines d'élections par le passé. Donc cette expérience-là, capitalisons-le. Merci beaucoup. Merci madame, merci et courage. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur punafoni.com.